Bonjour à tous, ravi de vous trouver aujourd'hui pour une émission particulière. Je reçois Pierre Petit, professeur d'anthropologie à l'Université libre de Bruxelles et nous partons ensemble au Laos. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Alors, vous êtes professeur, je le disais, à l'Université libre de Bruxelles et vous rentrez d'un terrain en Asie. Je pense que vous étiez plutôt spécialisé sur l'Afrique avant. Comment s'est fait ce passage de l'Afrique à l'Asie dans votre cas ? Voilà, c'est un passage d'ailleurs un peu impromptu qui date d'il y a 3 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai fait ma thèse de doctorat sur une population du sud-est du Congo, les Luba du Katanga. Je travaillais longtemps aussi dans le cadre d'une anthropologie urbaine. J'ai monté un observatoire notamment du changement urbain à Lubumbashi. Et puis, grâce à la coopération universitaire au développement, qui est un organisme de la communauté française fédérant toutes les coopérations universitaires avec les pays du Sud, j'ai eu l'occasion de travailler au Laos. Et je dois dire que j'étais parti sans être extrêmement convaincu, mais dès le moment où j'ai rencontré ce pays, j'ai vite compris que ça deviendrait mon second terrain en anthropologie. C'est ainsi que je... Donc un coup de cœur pour le Laos. Quelle est la thématique, avant de rentrer plus dans le vif du sujet, le thème général de votre étude au Laos? Oui, alors c'est une recherche qui porte essentiellement sur les mouvements de migration. Donc on est dans le cadre plutôt des dynamiques sociales, puisque avec les collègues de l'université de Vientiane, donc la grande université du Laos, on s'intéresse à un nouveau village qui a été créé il y a une dizaine d'années à peu près, et qui accueille essentiellement des migrants ayant quitté les régions montagneuses du nord du pays. Il faut savoir qu'au Laos, les populations pratiquant les cultures sur brûlis, donc défrichant la forêt, se sont vues interdire, prohiber ce mode d'exploitation du milieu à partir de l'an 2000 à peu près. Et cela a amené un grand mouvement migratoire vers les villages du sud. Du nord vers le sud du pays. Vers le sud. Voilà. Peut-être pour nos téléspectateurs que ça soit un petit peu plus clair pour vous, on va tout de suite regarder ensemble des images de ce fameux village du Laos que nous allons commenter ensemble justement pour dresser un petit peu un bilan de vos recherches. Peut-être resituer quand même aussi le cas de la coopération universitaire au développement. On a vu donc lors des premières images un séminaire méthodologique, nous en reparlerons plus tard. Ici donc nous sommes sur la route 13 qui est la grande route nationale du Laos et nous arrivons précisément donc au marché de Tongnam, qui est un peu l'interface la plus connue d'ailleurs de ce village. On y vend donc toute une série de produits maraîchers, et énormément aussi de produits venus de la montagne, des produits venus de la forêt. Une vue un peu plus à l'intérieur du village, où on voit d'ailleurs qu'on se trouve très proche d'une région de montagne. Voilà, elles apparaissent bien, je pense, à l'arrière-plan. C'est la saison sèche. On remarque entre le village d'ailleurs et les montagnes des rizières qui ne sont pas donc cultivées pour l'instant. Il y a combien d'habitants juste dans ce village? 5000. Donc c'est un gros village quand même, dans lequel aussi une partie de la population vit, comme je le disais, des produits de la forêt, pas seulement de la riziculture. On a ici donc des femmes revenues très tôt le matin de rivières où elles ont pêché. Elles vendent donc le produit de leur activité pour le marché. Voilà. On est en pleine récolte, justement? Pas récolte, collecte donc. Il s'agit de ma mère adoptive, d'ailleurs, sur le terrain, qui est en train de récolter des graminées qui servent à réaliser des balais. Et comme c'est la saison sèche, donc les gens sont un peu, je vais dire, libres. On répare les vieux vélos chinois, on construit sa maison. Donc on va qu'à différentes activités plutôt artisanales. On voit ici, voilà, c'est ça exactement. Donc on est en train de tisser soit sur coton, soit sur soie. C'est décoratif ou c'est pour leurs vêtements en partie, c'est utilisé vraiment aussi dans un cadre tout à fait domestique. Donc certains sous-groupes du village, puisqu'il y a de nombreux groupes à l'intérieur de celui-ci, utilisent encore de façon tout à fait quotidienne les textiles qu'ils produisent. Alors, de nombreuses personnes se rendent dans des pays, au Laos, au Vietnam, avec le statut de touriste, on va dire. Vous y travaillez au Laos. Beaucoup de gens ont l'impression que quand ils partent en vacances ou quand ils sont au contact de populations, de minorités ethniques, on va dire,
font une sorte d'anthropologie participante. On en parlait ensemble en préparant cette émission. Bien sûr, les gens peuvent apprendre à découvrir les autres cultures en étant en vacances, mais l'anthropologie reste néanmoins une science, une discipline de spécialistes, avec ses règles, ses pratiques et ses méthodes. Vous travaillez notamment, et on va regarder quelques images, avec la pratique de l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos méthodes de travail, justement, dans le cadre du Laos? Et on peut regarder quelques images pour illustrer ça, justement. Oui, je ne vais pas me lancer dans un long cours de méthodologie à ce sujet. Ces quelques images montrent en effet la collaboration avec l'université de Vientiane. Et on assiste ainsi à des entretiens. On collecte ici, par exemple, les biographies de certains de ces migrants, en essayant de voir, à travers les histoires de vie, donc, quelles sont les différentes étapes qui leur ont permis de s'intégrer dans le village et éventuellement d'accéder ou au contraire de ne pas accéder à la propriété. Vous parlez la langue locale ou vous êtes aidé d'interprètes sur le terrain? Alors là, je suis pour le moment aidé d'interprètes sur le terrain, mais je me mets très sérieusement à l'apprentissage du Lao, qui est une langue assez compliquée, il faut le dire, puisque c'est une langue tonale qui est particulièrement difficile à apprendre pour un Européen. Quelle est la population majoritaire, disons, dans votre village? Donc, c'est un véritable résumé du Laos. Là, j'ai une chance extraordinaire puisqu'on y trouve des représentants des 3 grands groupes culturels, des grands groupes linguistiques et même des grands groupes religieux du Laos. Mais la principale communauté est celle des Hmong, qui sont bien connus d'ailleurs suite aux guerres d'Indochine où ils étaient instrumentalisés par les différentes parties en présence, qui constitue, on va dire, 60% de la population du village à peu près. Et là, je pense que vous avez eu beaucoup de chance, vous avez ramené des images inédites d'un nouvel an chez les Hmong pour essayer de comprendre leur culture à travers cette fête. On peut peut-être regarder justement quelques images pour en apprendre plus sur cette population. Voilà. Alors là, comment ça se passe? C'est déjà à quelle époque de l'année en fait? Alors là, nous sommes encore, si je ne me trompe, le 19 décembre. Le jour de l'an change d'une année à l'autre, puisque c'est un calendrier lunaire, inspiré du calendrier chinois. Là, on prépare les galettes de riz, qui ne sont mangées quasiment qu'à cette occasion. Donc, il y a toute une série de pratiques culinaires liées à l'événement. C'est une fête très rituelle, très marquée par le rituel? Oui, c'est ça. Ici, on voit d'ailleurs Tong Solo, qui est le chef du clan Lo, et chez qui on peut assister, donc, à travers ces images, à une cérémonie de purification de la maison. Donc, pour clôturer l'an, il s'agit de se débarrasser de toutes les mauvaises choses qui se sont passées auparavant. On tourne le dos au passé, et on le voit ici donc en train de jeter toute une série de grains qui vont emmener les souillures liées au passage de l'année. On les balaye, on les expédie donc en dehors de la maison. Les parents suivent les rituels avec leurs enfants? Oui, tout à fait. On va voir que c'est une fête familiale. Et ici, on en voit d'ailleurs le volet collectif qui va amener une bonne partie de la population Hmong du village, ou de ce quartier plus précisément, à effectuer un grand rituel, une fois encore pour se débarrasser donc, de toutes les mauvaises choses de l'année passée, symbolisées par le rouge d'ailleurs, qui renvoie à l'idée de sang. Et on les fait tourner ainsi à plusieurs reprises autour d'un poteau et sous une corde rituelle. On va dire Tong Solo qui marque le mouvement, ce passage où on renvoie vers l'ouest toutes les mauvaises choses qui ont pu rester de l'année passée, avant que l'on abatte finalement donc, le matériel rituel qui a servi à cette circumambulation, donc cette espèce de passage autour du poteau. Qui prend en charge l'organisation justement de ces fêtes? Ils sont séparés en clans et c'est Non, ici c'est plutôt sous forme de quartier. Et ici donc c'est le moment final où on se débarrasse avec le sacrifice d'un poulet d'ailleurs donc de toutes ces souillures. D'accord. Dans les fêtes, donc, vous parliez des esprits, aussi des ancêtres. C'est quelque chose de central dans leur culture? Tout à fait. Le respect des ancêtres? Voilà, c'est ça. Donc là, il faut bien se rendre compte que les Hmong ne sont ni bouddhistes ni chrétiens. Ce sont avant tout donc des personnes qui pratiquent le culte des esprits, les esprits de la maison, certains esprits de la nature et les esprits des ancêtres, très certainement aussi. D'accord. Au niveau
l'intrusion dans la modernité justement et de ces mouvements migratoires, on a souvent des images très figées de certaines minorités ethniques. Je pense que vous avez également ramené des images où on voit que c'est pas trop le cas chez les Hmong. Enfin, disons que c'est plutôt un dialogue entre modernité et tradition. Est-ce qu'on peut en dire un mot justement sur... Oui, donc là, je crois qu'il s'agit vraiment de bien comprendre que notre image figée, en quelque sorte, des traditions... Voilà, c'est ça. Donc, à côté, en fait, de l'autel des ancêtres qu'on a vu à peine sur le mur. Donc on est en train de passer des vidéos. Alors les Hmong sont fanats, on va dire, de films d'horreur qu'ils produisent eux-mêmes d'ailleurs. Donc là vous avez un malheureux poursuivi par un esprit de la nature. Où est-ce qu'il se procure en Thaïlande. Donc il faut savoir que les Hmong vivent à travers une énorme diaspora, aux États-Unis notamment, en Thaïlande beaucoup. Et ils aiment se raconter des histoires d'amour tristes et des films d'horreur. On est ici dans la journée, on va dire, un peu plus mondaine. Tong Solo a réuni les membres de son clan et on discute des affaires économiques. Ce sont essentiellement des hommes, on l'a vu, oui. Qui dirigent le clan. Voilà, c'est ici. Donc nous sommes à l'extérieur et sous le regard un peu médusé de certaines femmes plus âgées, on voit que la jeunesse Hmong a adopté un style de danse qui est beaucoup plus axé sur... Un mix de musique européenne, voilà, on va dire, tout à fait, et traditionnelle. Voilà, et c'est plein d'énergie en quelque sorte. Donc là, ce sont évidemment des musiques occidentales. Ici, des musiques plutôt lao, comme on l'entend, qui en fait sont adoptées très facilement par les Hmong. Ici, on voit une jeune fille en train de broder. Il faut savoir donc que ces fêtes sont aussi l'occasion de déployer tout l'idéal féminin, on va dire, comme on va le voir dans certains instants. Et c'est l'occasion de porter les vêtements rituels, qui sont bien connus d'ailleurs des Hmong. Voilà, on va le voir plus spécifiquement ici d'ailleurs, donc dans une représentation générale des festivités c'est toujours dans le cadre du Nouvel An Hmong. Tout à fait. Donc ici, c'est l'aspect plus ludique, on va dire. Les jeunes filles échangent la balle avec de jeunes garçons. C'est l'occasion de faire des rencontres. C'est l'occasion aussi de se faire prendre. Les coiffes ont des significations particulières? Renvoie à des clans, à des sous-groupes différents. C'est en fonction de leur clan, c'est voilà, pas du tout sur leur statut de célibataire ou marié? Oh, il n'y a que les jeunes filles qui peuvent porter ce genre de... Voilà. Et on se fait photographier pour la circonstance, comme on l'a vu. C'est aussi l'occasion maintenant de chanter les chants traditionnellement, qui sont assez... Les festivités durent combien de jours? Ça dure environ 2 semaines, c'est un peu extensible. Et tout ceci nous conduit à une... Se termine par le banquet, voilà, comme chez Astérix. Voilà, presque. C'est une scène tout à fait brugalienne, puisqu'on est en train de fêter un mariage ici. Et on voit que la table donc, est bien remplie. C'est l'occasion de bien manger, de bien boire l'alcool local, l'alcool de riz. Comment sont régis les mariages entre les clans? Ce sont des choses arrangées? En partie, disons qu'il est clair qu'il faut avoir l'accord de toute façon des parents, même si le rôle des jeunes gens est assez central. On voit d'ailleurs bien qu'on est face à une cérémonie, donc là on quitte l'aspect un peu festif pour se diriger vers les cérémonies. Ici nous avons donc l'émissaire du jeune homme qui doit obtenir le droit d'accès dans la maison. Donc il est en train d'adresser toute une série de suppliques pour pouvoir franchir le seuil. Et la maison, une fois qu'ils sont mariés, donc là on voit, c'est la cérémonie du mariage? C'est la clôture du mariage. La clôture du mariage. Oui. Comment se compose la maison? Alors là, ce sont des ménages polygames, donc polygynes plus exactement. Donc le même homme peut avoir plusieurs femmes, qui en général ont un nombre très élevé d'enfants. Pour les Hmong, on arrive souvent à des familles de 7-10 enfants à peu près. Ce sont des très grandes familles. Donc. Vos projets pour la suite, vous comptez retourner prochainement au Laos pour poursuivre vos recherches sur ces thématiques justement d'ethnicité et de migration? Voilà, tout à fait. Donc j'aimerais bien par la suite pouvoir avancer dans les biographies des personnes qui vivent dans ce village, comme je l'ai déjà dit. Et le fait de pouvoir revenir régulièrement, comme je le fais depuis 3 ans, me permet justement de voir un peu la progression de cette histoire individuelle. Et donc je crois que c'est très important de comprendre dans le détail familial, en quelque sorte,
les difficultés auxquelles sont confrontées ces familles dans leur nouveau cadre de vie. Monsieur Petit, merci beaucoup pour votre témoignage et pour ces images inédites. Vous l'avez compris, si vous êtes intéressé par la question du Laos, bien sûr, sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran, vous pourrez laisser un message à Pierre Petit. Si des études d'anthropologie ou disons votre envie d'aventurier viendrait à se développer, je vous conseille aussi de prendre les informations sur ce site. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.